Michel Barnier est le grand témoin de ce journal. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, plusieurs fois ministre français, notamment des Affaires étrangères. Désormais libéré de vos obligations bruxelloises, si l'on peut dire. Vous allez pouvoir revenir sur la scène politique française. C'est un peu déjà le cas, on verra. Et voir quelles sont vos intentions aussi, peut-être pour la présidentielle française de 2022. Alors vous avez pris votre petit café ce matin en terrasse ? Oui, j'ai pris un petit café à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est un vrai plaisir de retrouver cette liberté-là avec des précautions qu'il faut quand même préserver parce que le virus est toujours là. Oui, c'est ça. Emmanuel Macron a appelé les Français à la prudence. Le virus circule toujours. Donc pour vous, c'est quoi? C'est trop tôt ou il était temps de rouvrir les vannes? C'est le gouvernement qui prend ses responsabilités. Je pense qu'il l'a fait en toute connaissance de cause. Donc on réouvre les cafés. Je pense que il faut aussi réouvrir avec des précautions les lieux de culture. Et il y a besoin de cette respiration, mais je pense que ça va marcher, ça peut marcher si chaque Français fait attention. Et donc notamment les gestes barrières ou les précautions. Le virus est toujours là et je peux témoigner que c'est un virus agressif. Vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu il y a plus d'un an, en mars l'année dernière. Vous allez mieux? Non, ça va très bien, la preuve. Mais... Le monde de la restauration, donc, respire un peu, Michel Barnier. Le monde de la culture aussi. Il y avait foule ce matin aux premières séances de cinéma, notamment au MK2 Bibliothèque à Paris, pour l'avant-première du film Mandibule. Reportage de notre équipe Océane Goannec et Guillaume Gouet qui y étaient. À 8h, ce mercredi matin, certains ont décidé de prendre un autre chemin que celui du travail. Vous allez où là? Là, je vais au cinéma, donc c'est la réouverture, c'est trop cool. Et la file d'attente grandit à vue d'œil. Pas question de louper la réouverture de leur cinéma favori. C'est tôt, mais la journée est bien remplie. Après, il y a terrasse, donc il faut organiser son emploi du temps. Ça fait très longtemps. Trop longtemps. Très long. Et surprise, pour cette première séance de la journée, l'équipe du film Mandibule a tenu elle aussi à être présente. On avait la sensation un peu de faire ce métier dans le vide là depuis quelques mois. Là on retrouve les canapés rouges. C'est trop bien de voir que les gens vont au cinéma à 8h du matin, il y a plein de jeunes. C'est là où on se rend compte à quel point la culture à manquer est essentielle, donc ça fait plaisir. Pour garantir sa place ce jour-là, il était conseillé de la réserver, car une jauge réduite à 35% de spectateurs est imposée. Tout le monde doit garder son masque évidemment à l'intérieur des salles et à l'intérieur des halls. Et la confiserie peut être achetée dans les salles de cinéma mais ne peut pas être consommée dans les salles. Pas de pop-corn donc, mais l'émotion, elle, reste. Direction les salles obscures pour la présentation du film. C'est la première salle qu'on vient voir, donc là on se rôde un peu. Hein. Je pense que... Ouais, c'est ça, après à 19h10 on sera meilleur. Revenez à l'autre. On est hyper contents, mais pour les gens en fait. C'est pas moi mon petit plaisir personnel de cinéaste, c'est pas pour moi. Mais j'ai envie de rejoindre les gens et de regarder des films en fait. Eh bien il ne sera pas déçu car le catalogue est chargé. Ces prochains mois, 25 nouveaux films sortiront chaque semaine. Voilà, et pour aller au cinéma ou au restaurant, par exemple, dans certains pays, il faut d'ores et déjà ce qu'on appelle le fameux pass sanitaire. Il est parfois controversé, décrié. Se pose évidemment, on le sait, Michel Barnier, la question du tourisme à l'approche de la saison estivale. Alors, c'est l'information de la journée. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour permettre aux voyageurs complètement vaccinés d'entrer dans l'Union européenne. Est-ce que ça risque pas tout de même de poser des injustices, des discriminations envers celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et qui veulent venir en Europe ? Oui, mais là aussi, il faut prendre des précautions. Donc je trouve que ce pass est un bon outil pour permettre la circulation, accueillir des touristes. Et on sait bien l'importance du tourisme dans un pays comme le nôtre ou dans un pays comme la Grèce, c'est fondamental. Donc avec cette précaution-là, harmonisée au niveau européen, je pense qu'on a un bon outil. Et je pense que toutes les personnes qui vont pouvoir se faire vacciner, de plus en plus nombreuses, heureusement, dans les semaines qui viennent, avant l'été, pourront profiter de ce pass. Je pense franchement que c'est une bonne mesure. Et encore une fois, c'est une bonne mesure parce qu'elle est harmonisée au niveau européen. Alors justement, vous me tendez la perche, vous avez prononcé le mot harmonisé. Pourtant, que de critiques sur la gestion de cette pandémie par l'Union européenne, manque de coordination, absence d'une Europe de la santé, fiasco de la vaccination au départ, même si ça va mieux. Le chacun pour soi aussi, on a entendu dire. Selon vous, l'Europe, elle a été à la hauteur, Michel Barnier ? Ce n'est pas le moment de donner des leçons. Probablement, le moment va venir de tirer des leçons. On n'a pas voulu le chacun pour soi.
Si on avait fait le chacun pour soi, je dis en passant, dans un pays comme le nôtre qui n'a pas été capable de faire un vaccin, donc qui dépendait des autres, le pays de Pasteur, pourtant. Ça aurait des limites. On aurait vu 5 ou 6 pays s'en tirer parce que les plus grands pays auraient eu les moyens de négocier, nous, l'Allemagne, avec les industriels ou les laboratoires, et puis d'autres auraient été laissés de côté. Qu'est-ce que ça veut dire que des pays soient bien équipés en vaccins et d'autres pas du tout dans le même espace? Ça aurait été dangereux pour tout le monde. Donc on a décidé de mutualiser, de commander ensemble. Ça a pris plus de temps, je le reconnais. On n'a pas été aussi vite que les Britanniques qui n'ont pas attendu l'agrément des vaccins de l'agence européenne. C'est plus difficile de décider à 27 que tout seul, c'est sûr, mais je pense que c'était conforme à notre Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut que la santé soit une prérogative selon vous? Moi, je pense que qu'elle reste de la souveraineté des États? Dans les leçons qu'il faut tirer, il y a d'abord la préparation de l'Europe à ces crises. Nous avons été surpris, on n'aurait pas dû l'être, parce que les grandes pandémies, elles font partie maintenant de l'avenir, malheureusement, de nos pays. Vous avez vous-même alerté il y a quelques années. Oui, j'avais en 2006 fait un rapport sur la protection civile et j'avais identifié les grandes pandémies comme un des sujets de crise supranationale ou internationale qu'il faut aborder et préparer ensemble. Je pense qu'en matière d'écologie comme en matière de santé, la prévention vaut toujours mieux que la réparation. Et quand on est obligé de réparer, une réparation préparée vaut toujours mieux qu'une réparation improvisée. Et là, on a improvisé la réponse. Donc, tirons cette leçon. Tirons la leçon sur les procédures administratives qui doivent être plus rapides et plus efficaces. Tirons la leçon sur notre capacité propre à nous, Européens, de faire des vaccins. Ça veut dire de la recherche. Ça veut dire des risques qu'on prend et que les anglo-saxons ont su mieux prendre que nous pour investir de l'argent public en prenant le risque dans des compagnies ou des entreprises sans être sûr qu'on va produire un vaccin et avoir la capacité industrielle dans ce domaine. L'autonomie, l'indépendance de l'Europe, c'est un sujet stratégique comme dans d'autres. L'Europe a été obligée tout de même d'assigner en justice AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois. Oui, bien sûr, et parce que les conditions du contrat n'ont pas été respectées. Donc il y a une procédure qui est engagée, mais ça fait partie des négociations qu'on a. Je dis simplement qu'on a bien fait de décider ensemble, de mutualiser la question des vaccins. Il y a des leçons à tirer sur les retards, et puis on va évaluer, au terme de cette crise, on n'en est pas encore sorti, comment ça s'est passé, les morts, les malades. Il y a eu beaucoup de souffrance dans cette crise. Il y a encore beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, notamment chez les jeunes. Souffrance, solitude, et Michel Barnier, pardonnez-moi de vous couper, effectivement, ce tsunami économique et social qui vient, dit-on, l'Union européenne a mis en place un vaste plan de relance, 750 milliards d'euros pour faire face aux répercussions de cette pandémie. Est-ce que vous ne redoutez pas, justement, un cataclysme, une pauvreté, et là encore des victimes, voire des morts de la crise? Il y a déjà des victimes de cette crise économique et sociale, beaucoup de jeunes, de la dépression, de la solitude, des souffrances extrêmement nombreuses. Donc il faut être très attentif, garder des précautions, parce qu'encore une fois, le virus est là, et notamment il se disperse sous des formes nouvelles et inquiétantes. 750 milliards, c'est beaucoup d'argent. Alors pour ceux qui nous écoutent, ça paraît... mais c'est la première fois que les Européens empruntent ensemble, mutualisent des emprunts pour investir ensemble. Si ça ne suffit pas, je pense que sur le même principe, il faudra faire plus. D'ores et déjà, maintenant, il y a cet argent qui est là, il faut l'engager, l'investir sur le terrain, au service des gens. Au-delà des soutiens qui ont été apportés pendant la crise, je pense à des emprunts, à des aides, au chômage partiel. Là, c'est de l'argent pour investir et faire redémarrer l'économie. Et je pense que c'est bien qu'on les fait ensemble. Alors, on le sait, tous les pays, tous les continents du monde ne peuvent pas mettre autant d'argent pour la relance économique. L'Afrique a connu sa première récession depuis 25 ans. On vous parle depuis maintenant 3 jours de ce sommet qui s'est clôturé hier soir à Paris avec l'objectif justement de relancer les économies africaines, de financer cette relance. Il y a cette promesse de récolter 100 milliards de dollars, le continent africain qui pourra aussi compter sur un soutien en faveur de la levée des brevets s'agissant des vaccins que l'on vient d'aborder. On écoute d'ailleurs à ce sujet le président français Emmanuel Macron. Notre volonté, c'est d'aider l'Afrique à massivement s'équiper par des partenariats technologiques, par des financements qui seront mobilisés, en particulier Banque mondiale. On doit lever toutes les contraintes, que ce soit des contraintes de propriété intellectuelle, de financement ou de transfert de technologie. Ça, c'est clé, parce qu'il y aura des variants. Michel Barnier, vous approuvez? Oui, bien sûr. Et en plus, il faut bien comprendre que ce qui se passe en Afrique, du point de vue de l'économie, de la lutte contre la pauvreté, de la démographie,
ce continent va voir doubler sa population, 2 milliards, 2 milliards et demi de citoyens, d'hommes et de femmes d'ici 2060, 2070. Je me souviens un jour du président de l'Union africaine qui est venu devant la Commission européenne et qui nous a dit, à nous les commissaires européens, en nous regardant et en nous pointant du doigt, si vous pensez que, M. Konaré nous disait ça, si vous pensez, mesdames et messieurs les commissaires européens, que ces chiffres ne vous concernent pas, vous vous trompez. Donc ces chiffres nous concernent et donc le développement de l'Afrique, le fait de créer un avenir par les Africains et pour les Africains, nous pouvons accompagner, est un enjeu qui nous concerne. Et donc je pense que les conclusions de ce sommet sont justes. Les transferts de technologie, la capacité de produire, pas seulement dans le domaine de l'industrie, mais d'abord dans le domaine de l'agriculture, de la nourriture, de l'agriculture vivrière. Et je pense que cet enjeu vaut aussi pour d'autres régions du monde, comme des pays pauvres comme Haïti, auxquels je suis très attaché. Ouais, vous y êtes allé en Haïti et vous comptez y retourner d'ailleurs. Juste sur la question des brevets, des vaccins, est-ce qu'il faut rendre libre? Oui, c'est ce qu'a proposé M. Biden. Alors il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qui me paraît plus important, je suis favorable à cette idée, mais ce qui me paraît plus important dans ce cas précis des vaccins, c'est la capacité de production. Les vaccins, ce qui est important, c'est qu'ils soient produits à un coût très bas, pour pouvoir être utilisés dans tous les pays qui en ont besoin et qu'on les donne, le cas échéant, à des pays qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Donc ça me paraît aussi important, la capacité de production, d'exportation à des coûts très faibles, très bas, accessibles, que la question du partage de la propriété intellectuelle. Parce que si vous partagez, vous donnez la propriété intellectuelle d'un vaccin à un pays qui n'est pas capable de produire, ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Quelle coopération prenez-vous, Michel Barnier, avec l'Afrique, notamment les pays francophones? Vous avez cité Haïti qui se trouve sur le continent américain. D'ailleurs, vous dites qu'Haïti, c'est un peu symptomatique parce qu'il y a tout. Vous dites qu'il y a la question de la pauvreté, de la misère, de la francophonie aussi. Oui, j'avais dit ça un jour aux ambassadeurs lorsque j'étais le ministre des Affaires étrangères. À Haïti, tout se trouve concentré. La pauvreté, l'écologie. Et puis, évidemment, les enjeux de la francophonie, de la coopération aussi européenne dans un pays qui en a besoin. Et voyez-vous, à propos de l'Afrique, mon sentiment, c'est qu'on ne peut plus faire face, nous, pays européens, aux enjeux de la coopération, chacun chez soi, chacun pour soi. Et je plaiderais volontiers pour un nouveau contrat entre le continent européen, l'Union européenne, qui a des moyens, et l'Union africaine et le continent africain, un vrai partenariat. Et c'est ça à quoi je crois qu'il faut travailler dans les temps qui viennent. C'est sans doute l'esprit du sommet qui vient d'avoir lieu. L'Europe et l'Afrique qui sont séparées par la Méditerranée, qui ces dernières années est devenue, hélas, tristement célèbre pour ses naufrages en Méditerranée. L'un des grands défis de l'Europe, c'est aussi cette question brûlante migratoire. Et il y a depuis lundi matin près de 8000 migrants qui sont arrivés dans l'enclave espagnole de Ceuta. L'affaire prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de tensions entre l'Espagne et le Maroc. On va regarder les dernières informations à ce sujet et après votre réaction. Information signée Grégory Fontana. Dès les premières heures de la journée, ils étaient encore nombreux à tenter leur chance à la nage ou en bateau. Immédiatement interceptés par la garde civile espagnole, déployés en force, que ce soit en mer ou sur les plages. Des migrants, pour la plupart des Marocains, pris ensuite en charge par des équipes médicales avant d'être reconduits de force à la frontière. Ils partagent ainsi le même sort que les 4800 autres personnes expulsées sur les 8000 arrivées de ces dernières 48 heures. C'est une situation sans précédent que nous vivons. Il est vrai que nous nous sommes occupés des migrants par le passé lorsque la barrière frontalière a été prise d'assaut, mais jamais dans de telles proportions et surtout à cet endroit où il est facile de traverser. Il n'y a que 400 mètres à parcourir. Et sans tarder, à Madrid, la presse espagnole et les principaux responsables politiques pointent du doigt le Maroc pour avoir fait preuve d'une certaine passivité dans ses contrôles, voire d'une passivité certaine, comme semblent le démontrer ces images à la frontière marocaine. Pendant que le Premier ministre espagnol bouscule son agenda pour survoler l'enclave de Ceuta, Madrid convoque l'ambassadrice marocaine pour lui faire part de son mécontentement. Elle sera rappelée dans les heures qui suivent par Rabat pour consultation. La crise devient bel et bien diplomatique et de retour devant le Parlement, le Premier ministre espagnol rappelle qu'elle dépasse largement les seules frontières espagnoles. Rappelons que la frontière avec Ceuta n'est pas seulement la frontière entre le Maroc et l'Espagne, mais c'est aussi une frontière européenne. Et par conséquent, le manque de contrôle dans ce cas par les autorités marocaines n'est pas seulement un manque de respect envers l'Espagne, mais également envers l'Union européenne dans son ensemble.
Et le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, enfonce le clou dans une déclaration à peine voilée à destination du Maroc. Personne, dit-il, ne peut intimider ou faire chanter l'Union européenne. Voilà, l'Europe ne se laissera pas intimider et par personne, dit la Commission européenne. Michel Barnier, que vous inspire cette crise migratoire ? Il y a cette situation nouvelle et grave au sud de l'Espagne. Et nous avons bien sûr un devoir d'humanité, mais on a aussi un devoir de responsabilité. C'est le sens de ce que vient de dire le vice-président, Margaritis Schinas de la Commission, et le Premier ministre espagnol. Et nous sommes ensemble dans cette affaire pour gérer cette crise et pour dire au Maroc qu'il faut faire attention, que la coopération que nous souhaitons avec ce très grand pays qu'est le Maroc exige une responsabilité partagée, notamment le contrôle des frontières par un pays qui est à côté de nous. Et puis nous avons aussi des leçons à tirer au niveau du contrôle de nos propres frontières extérieures, en Espagne, en Grèce, partout. Je pense que dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, il faudra équiper toutes ces frontières pour que toute personne qui rentre en Europe soit contrôlée et toute personne qui en sort aussi, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Donc on a un travail à faire entre nous, pays européens. On a un travail à faire avec les pays tiers, comme le Maroc et d'autres, d'où viennent ces personnes qui cherchent chez nous un avenir qu'ils n'ont pas chez eux. Ça veut dire de la coopération, sans doute des conditions à cette coopération, la lutte impitoyable contre les trafics d'êtres humains, d'enfants, de femmes, impitoyable. Et puis ça veut dire aussi chez nous, pour nous-mêmes, une réflexion sur les procédures, ce qui ne va pas bien. On voit bien que notre politique d'immigration ne va pas bien, c'est le sens de la politique. Justement, Michel Barnier, rien n'indique et rien ne prouve que le Maroc ait laissé faire et qu'il se serve finalement d'un levier diplomatique avec cette question migratoire. On rappelle que l'Espagne a accueilli le numéro 1 du Front Polisario pour qu'il se soigne en Espagne, ce qui n'a pas plu au Maroc. Donc rien n'indique, il n'y a pas forcément de trait d'union, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de la manière dont a procédé l'Union européenne avec la Turquie et le président Recep Tayyip Erdogan? Est-ce que ça n'a pas installé une sorte finalement de non-dit sur le fait que les migrants pourraient être presque terrible à dire, mais une monnaie d'échange en fait, que ce soit politique, que ce soit... Mais ce n'est pas notre état d'esprit. Non, mais Recep Tayyip Erdogan dit souvent, attention, si vous continuez en gros à m'embêter, moi je lâche les balles. Vous voyez bien que ce genre de pression, de chantage, nous ne pouvons pas l'accepter, ni du Maroc, ni de la Turquie, et on n'acceptera pas. Donc il faut qu'on mette en perspective la coopération qu'on doit avoir avec ces grands pays, et d'autres plus petits, qui sont de l'autre côté, par où on laisse passer parfois ces migrants économiques et naturellement les réfugiés, qu'on traite cette question avec humanité, mais avec rigueur, je dis un contrôle extrêmement strict de nos frontières extérieures, une coopération avec les pays tiers pour établir peut-être de nouvelles conditions au co-développement, aider ces pays plus et mieux, c'est le sens du sommet avec l'Afrique, lutter de manière impitoyable contre les trafics, et puis chez nous aussi, avoir une politique plus rigoureuse, remettre à plat, c'est le sens du moratoire que j'ai proposé il y a quelques jours sur l'immigration, non pas pour stopper l'immigration, mais pour changer des procédures qui doivent être changées. Ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut regarder, c'est notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, que de regarder, de changer ce qui doit l'être. Et concrètement, comment faire ? Concrètement, ça veut dire qu'on prend le temps, en stoppant un certain nombre de procédures, de les remettre à plat et de voir comment sont attribués les titres de séjour, comment se déroulent les conditions du regroupement familial. Il y a des choses qui doivent être remises à plat et observées de très près. Sinon, vous savez, on va dans une direction grave pour notre pays où il y aura des explosions et une fracture dans la société française plus grave encore. Mais est-ce qu'il faut remettre en cause l'accord de Dublin ? On a vu par exemple un pays comme le Danemark externaliser, dit-on, les demandes d'asile au Rwanda. Donc c'est encore une fois chaque pays qui décide en solo. Comment harmoniser cette question ? Oui, je pense qu'un certain nombre de demandes d'asile doivent être instruites dans les pays d'où partent les personnes qui le demandent. Et pour ça, il faut équiper nos consulats. Ça voudrait dire aussi qu'on fasse un effort que j'avais essayé d'engager quand j'étais ministre des Affaires étrangères, de mutualisation de nos consulats, d'avoir des consulats européens pour que la réponse soit commune. Donc c'est tout ça que je pense qu'il faut remettre à plat, avec de l'humanité, avec de la rigueur et avec de la coopération. Michel Barnier, autre grand dossier de l'actualité internationale, c'est bien sûr le Proche-Orient. Quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous vous étiez rendu à Gaza. Vous y aviez rappelé notamment le droit international. Ce soir, toujours pas de trêve en vue. Israël a intensifié ses bombardements ce mercredi, visant particulièrement les secteurs de Khan Younes et de Rafah, à la frontière égyptienne. Dans le sud d'Israël, la nuit a à nouveau été rythmée par les sirènes d'alarme après des tirs de roquettes du Hamas. La Maison-Blanche vient d'affirmer que Joe Biden
avait dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou attendre, je cite, une désescalade aujourd'hui vers un cessez-le-feu. Washington qui, par ailleurs, a rejeté le projet de résolution déposé par la France devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Michel Barnier, l'histoire se répète à nouveau dans cette région du monde. La communauté internationale demande un cessez-le-feu. N'est-ce pas la paix qu'il faut demander ? Oui, mais la paix commence dans une crise aussi grave par un cessez-le-feu qui est urgent, une désescalade. Il n'y a pas d'issue à cette crise par la violence, par des attaques terroristes, par l'insécurité pour les citoyens d'Israël. Le droit d'Israël à la sécurité est imprescriptible. Il n'y a pas non plus d'issue dans des attaques ou des ripostes qui touchent la population civile en Palestine et à Gaza. Donc il faut d'abord un cessez-le-feu, c'est la première étape vers la paix. Il faut un réengagement de la communauté internationale. Moi, j'ai observé, depuis que j'ai été ministre des Affaires étrangères, et même pendant, que cette crise-là, israélo-palestinienne, avait cessé d'être une priorité, notamment pour les Américains. Il faut que ça redevienne pour les États-Unis, pour la Russie, pour les pays de la région. Vous ne citez pas l'Europe, premier partenaire d'Israël. Non, je cite l'Europe, j'ai cité d'abord, et puis l'Europe, l'Union européenne, qui doit se réengager. Et si ce n'est pas possible au niveau de l'Union européenne, il faut une coalition des pays volontaires. Pourquoi ne pèse plus? Les accords d'Oslo ont été après tout signés à Oslo, comme le nom l'indique, en Norvège. Pour les respecter, il faut que tous les partenaires les respectent. Je pense qu'il faut une sorte de coalition des pays volontaires de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, et puis peut-être des pays qui ne sont plus dans l'Union, qui ne sont pas dans l'Union, comme la Norvège ou le Royaume-Uni. Mais après le cessez-le-feu, il faudrait quoi, Michel Barnier? Un retrait des territoires occupés qui d'Israël? établissent un paramètre, ou des paramètres au terme desquels on exige que la violence cesse, que les attaques terroristes ou les roquettes cessent, mettant en cause la sécurité d'Israël, qu'on demande aussi de la modération et l'arrêt des colonisations. Parce que si, comme je le pense, l'avenir, la paix dont vous parlez, c'est qu'il y ait deux États qui vivent côte à côte et non pas l'un contre l'autre, ça veut dire qu'il faut préparer les conditions et que l'État palestinien doit être viable, respecter l'État d'Israël, mais doit être viable. Plus on colonise, moins il est viable et moins il est possible. Donc il faut que la modération revienne et qu'on se réengage, qu'il y ait un réengagement de la communauté internationale et notamment des Européens. Michel Barnier est le grand témoin de 64 minutes. On a commencé avec le Café Croissant. On va prendre, si vous le voulez bien, la direction du théâtre Bobino à Paris, puisque c'est un jour de déconfinement en France. C'est Océane Goannec et Guillaume Gouet que l'on retrouve. Bonsoir Mohamed. Alors je vous avoue que c'est assez émouvant de se retrouver ici dans les loges d'un théâtre après ces 7 mois de fermeture. Alors je me trouve au théâtre Bobino avec la troupe du spectacle The Opera Locos qui font une représentation exceptionnelle ce soir avant la reprise le 23 septembre. Alors ils sont en plein préparatif puisque la séance est dans moins d'1 heure. Et là on sent déjà l'excitation. Les garçons, vous êtes en quel état d'esprit? Bonjour. On est très si vous saviez de quoi remonter sur scène après presque plus d'1 an, c'est quand même énorme. À 35% quand même. À 35%, mais c'est des bons 35%. Et on est plein, on est ravis. Voilà. C'est plein. Extraordinaire. C'est super. Et en plus de ça, on a le public en présentiel. Plus de visio. Plus de visio, terminé, c'est fini. C'est terminé. Alors attention, masque, distanciation, oui, ça oui. Geste barrière. Tout à fait. Essentiel, restez protégés. Surtout, venez nous voir, mais attention, vous allez voir, ça fonctionne parfaitement. Et vaccinez-vous. Alors, j'étais en train de parler avec mes camarades, vous préférez quoi? Bleu de ce côté et vert là, ou vert là et bleu de ce côté? Ils sont prêts, on adore les deux, vous êtes magnifiques. Il me semble, nous avons Michel Barnier en plateau avec nous et vous aviez une question, Margot, à lui poser. Oui, monsieur Barnier, juste une question pour savoir si vous aviez réfléchi à une solution pour finalement que le monde de la culture, qui comprend tant de métiers différents, les artistes, les régisseurs, les techniciens, enfin tout le monde se sente plus jamais menacé, plus jamais considéré comme non essentiel. Voilà. Michel Barnier, je vous laisse répondre. En tout cas, on vous attend ici de pied ferme au théâtre. Oui, venez nous voir. Oui, moi aussi j'ai hâte de retourner au théâtre, au cinéma, notamment de voir un film qui est à la charnière entre le théâtre et le cinéma. J'avais vu il y a quelque temps cette pièce de Florian Zeller, Le Père, qui va sortir d'ailleurs grâce à Florian Zeller, qui a eu beaucoup d'Oscars ou de prix au cinéma, de Father, un film que j'ai envie de voir maintenant, comme tant d'autres. Et je trouve que cette question est légitime. J'ai pas tout à fait compris pourquoi on n'avait pas pu
réouvrir plutôt des lieux de culture avec les précautions nécessaires. Les responsables, les pièces de théâtre, les troupes étaient prêts à cela, comme on a pu enfin, pendant le 3e confinement, réouvrir les librairies. C'était la moindre des choses et il n'y a pas eu de problème particulier dans la fréquentation des librairies. On continuera d'en parler dans la deuxième partie. Merci beaucoup Michel Barnier. On a compris donc pour vous, la culture était essentielle. Merci donc pour cette première partie. On vous retrouve dans quelques instants après une courte pause sur TV5 Monde.